On va s'attaquer aujourd'hui à un véritable monument. Un monument de la comédie, je veux dire. Une force créatrice qui a littéralement fait exploser les codes de la télé et de l'humour. Pour toujours. Vous l'avez deviné, on parle bien sûr des Monty Python. Alors accrochez-vous bien, parce qu'on va plonger ensemble dans l'histoire de ces 6 esprits géniaux qui ont, ni plus ni moins, réinventé le rire. Alors, voilà le programme. On va d'abord voir la jeunesse des Pythons, comment tout a commencé. Ensuite, on plongera dans la révolution du Flying Circus. Puis, on verra leur passage du petit au grand écran. Et enfin, on terminera sur leur héritage, ce qu'ils nous ont laissé. Allez, on y va. Voilà, première partie, la genèse des Pythons. La rencontre de 6 esprits iconoclastes. La question c'est, comment est-ce qu'une équipe pareille a bien pu se former? Eh bien, tout ne commence pas vraiment par hasard. Ça part d'une convergence de talents. Et pas n'importe où, au cœur même des plus grandes pépinières intellectuelles d'Angleterre. Alors, les voici, les 6 visages qui ont changé la face de la comédie. On a 5 Britanniques et un Américain. D'abord, Graham Chapman, un médecin avec un vrai grain de folie. John Cleese, qui était juriste avec cette espèce de fureur toujours prête à exploser. Eric Idle, le génie des mots, des chansons. Michael Palin, souvent vu comme le gentil de la bande. Terry Jones, la véritable pierre angulaire créative du groupe. Et puis, il y a Terry Gilliam, l'Américain, l'animateur complètement surréaliste. 6 personnalités très différentes, mais qui, ensemble, l'alchimie était juste parfaite. Ce qui est fascinant, c'est que le noyau dur du groupe s'est formé à 2 endroits différents, mais pas des moindres. Oxford et Cambridge. D'un côté, on a Oxford, avec le duo Michael Palin et Terry Jones, qui se rencontrent et qui commencent à écrire ensemble. Et de l'autre, Cambridge, où le trio John Cleese, Graham Chapman et Eric Idle fait ses armes dans la fameuse troupe des Footlights. On a donc 2 pôles créatifs qui développent déjà leur propre style, chacun de leur côté, sans même se connaître. C'est vraiment là que les fondations étaient posées. Alors, la grande question, c'est comment ces 2 groupes ont-ils fini par se retrouver? Eh bien, ce n'était pas du tout un plan calculé. C'est plutôt un heureux concours de circonstances à la BBC. En fait, la chaîne avait proposé un projet à Cleese et Chapman. Sauf que Cleese, il hésitait un peu à bosser seul avec Chapman, qui avait une personnalité, compliquée. Il s'est souvenu de Michael Palin, avec qui il avait adoré travailler. Alors il l'a appelé, Palin a dit oui, et il a ramené ses potes, Terry Jones et Eric Idle. Et puis Idle, à son tour, a suggéré de prendre Terry Gilliam pour faire les animations. Et voilà, c'est comme ça que par une série de coups de fil et de connexions, la troupe s'est formée, presque par accident en fait. Ok, deuxième partie, la révolution Flying Circus, réinventer la comédie à la télévision. Le groupe est formé, et maintenant, ils s'attaquent à la télé. Et ce qu'ils vont faire va tout simplement faire exploser le format du sketch comique de l'époque. 45. Retenez bien ce chiffre. C'est le nombre d'épisodes de leur émission culte, le Monty Python's Flying Circus, qu'ils ont tourné pour la BBC entre 1969 et 1974. 45. C'est comme 45 chapitres d'une nouvelle bible de l'humour qui allait marquer des générations et des générations de comédiens dans le monde entier. Mais alors, comment est-ce qu'on brise les codes de la télé? Eh bien, les Pythons se sont posé une question toute simple, mais fondamentale. Pourquoi est-ce qu'une émission comique devrait suivre des règles? Pourquoi est-ce qu'un sketch devrait absolument se terminer par une chute, une punchline? Il en avait marre, en fait, des comédies de l'époque, qui partaient super bien, mais qui finissaient toujours par des blagues un peu nulles. Alors, leur solution, elle était radicale. Eh bien, arrêtons-nous forcer à trouver une chute. Et c'est précisément là qu'ils inventent un tout nouveau langage, l'humour pythonesque. C'est quoi? C'est une sorte de flux de conscience, un flot ininterrompu. Un sketch peut s'arrêter net, sans raison. Il peut se transformer en un autre qui n'a rien à voir. Ou alors il est juste abandonné parce qu'il devient trop idiot. Et au milieu de tout ça, pour lier ce chaos magnifique, il y avait les animations de Gilliam. C'était une expérience complètement nouvelle pour le téléspectateur. Et c'est vraiment ça, l'absence de structure attendue, qui est la clé de leur génie. Et attention, cette approche était complètement assumée. Ils n'hésitaient pas à le dire en plein milieu d'un sketch. Comme ce personnage qui lâche, c'est le sketch le plus stupide que j'ai jamais vu. Il ne faisait pas que de la comédie, non. Il la démontait, il la déconstruisait juste sous nos yeux. Parfois, il regardait la caméra, ou alors on voyait un colonel débarquer pour arrêter une scène parce qu'elle était, je cite, beaucoup trop idiote. C'était brillant. Et pour coller tous ces morceaux de folie ensemble, il y avait le ciment visuel, la signature du groupe. Terry Gilliam, bien sûr. Ces animations, c'était des collages surréalistes, souvent faits à partir de vieilles images victoriennes. Et l'image la plus connue, c'est évidemment ce pied géant qui vient écraser le titre à la fin du générique. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce n'est pas n'importe quel pied. C'est le pied de Cupidon, tiré d'un tableau du peintre de la Renaissance, Branzino. Imaginez un peu, un détail d'art classique qui devient une icône de l'humour absurde. C'est ça l'esprit Python. Bon, après avoir complètement retourné la télévision, l'étape suivante était assez logique, le cinéma. La troupe allait maintenant essayer de transposer son univers si particulier sur grand écran. Et là, avec encore plus de liberté et encore plus d'ambition.
Alors, leur filmographie, elle se concentre surtout sur 3 films cultes. On a d'abord en 1975 Monty Python Sacré Graal, une parodie de la légende du roi Arthur. Ensuite, en 79, Monty Python La vie de Brian, la fameuse satire religieuse qui a fait tant de bruit. Et enfin, en 83, Monty Python Le sens de la vie, où ils reviennent à une structure plus proche de leur sketch. 3 films, 3 chefs-d'œuvre à leur manière. Alors, parlons de Sacré Graal. Le tournage de ce film, c'est vraiment l'exemple parfait de la créativité qui naît de la contrainte. Il faut savoir que le budget était minuscule, tellement petit qu'ils ne pouvaient même pas louer de chevaux. Quelle a été leur solution? Une idée de génie, le gag des noix de coco. Les écuyers qui frappent des moitiés de noix de coco pour faire le bruit des sabots. C'est devenu culte. Pareil pour les châteaux, ils n'en avaient qu'un seul. Qu'à cela ne tienne, ils l'ont filmé sous tous les angles possibles pour faire croire qu'il y en avait plusieurs. Au final, ces problèmes de budget sont devenus la source des gags les plus mémorables du film. 4 ans plus tard, changement total d'ambiance avec la vie de Brian. Et là, il faut être très clair sur leur intention. Le but, ce n'était pas du tout de se moquer de Jésus. Eux-mêmes disaient qu'il était quelqu'un de bien. Non. Leur cible, c'était la crédulité des gens, l'hypocrisie des institutions religieuses. Le film raconte l'histoire de Brian, un type normal, né par hasard le même jour que Jésus, juste dans les tables d'à côté, et que tout le monde prend pour le Messie. Bien sûr, le film a provoqué une controverse absolument énorme. Et quand je dis énorme, c'était mondial. Le film a été carrément interdit dans plusieurs pays. En Irlande, il a été banni pendant 8 ans. En Norvège, pendant 1 an. Et c'est cette interdiction en Norvège qui a donné une idée de génie aux distributeurs suédois. En Suède, juste à côté, les affiches disaient « Le film tellement drôle que les Norvégiens ont dû l'interdire ». C'est ça, l'intelligence des Pitans, ils ont pris la censure et ils l'ont transformé en un argument marketing brillant. Mais ce qui est fou, c'est que ce film a bien failli ne jamais exister. Les producteurs d'origine ont lu le script, ils ont paniqué et ils ont retiré leur argent à la dernière minute. Le projet était mort, jusqu'à l'intervention d'un sauveur improbable, George Harrison. Oui, le George Harrison des Beatles. Il a lu le scénario, il a trouvé ça génial et il voulait tellement voir le film qu'il a créé sa propre société de production, Handmade Films, juste pour pouvoir le financer. Les Pitons ont dit plus tard que c'était le billet de cinéma le plus cher de l'histoire. On peut les comprendre. On en arrive à la dernière partie, l'héritage pythonesque, une influence culturelle durable. Parce que l'œuvre des Python, ça ne s'arrête pas à la fin de leur film. Non, ça a créé une véritable onde de choc culturel. Et on en ressent les effets encore aujourd'hui, bien au-delà de la comédie. Et la preuve ultime de ça, la consécration absolue, c'est que leur nom est devenu un adjectif. Le mot pythonesque est officiellement entré dans le dictionnaire anglais. Il sert à décrire un style d'humour bien précis, surréaliste, absurde, intelligent. Franchement, il y a peu d'artistes qui peuvent se vanter d'avoir laissé une telle trace dans la langue elle-même. Et cette influence, elle ne s'est pas arrêtée au Royaume-Uni, loin de là. Dans tout le monde anglo-saxon, bien sûr, ils sont cultes, mais leur humour a réussi à voyager, et notamment en France. Des gens comme Alain Chabat et Les Nuls, ou plus tard la troupe des Robins des Bois, l'ont dit et répété. Ils sont les héritiers directs des Pythons. Ils ont su importer et adapter cet humour absurde pour le public français. Et même après la fin de leurs aventures en groupe, chacun a eu une carrière solo absolument remarquable. John Cleese et Michael Palin, par exemple, ont eu un succès planétaire avec le film Un poisson nommé Wanda. Terry Gilliam, lui, est devenu un réalisateur de génie, avec des films comme Brasil ou L'Armée des 12 singes. Eric Idle a eu l'idée de transformer Sacré Graal en comédie musicale à Broadway, Spamalot, et ça a cartonné. Et Michael Palin, il s'est complètement réinventé en faisant des documentaires de voyage pour la BBC, et il est devenu une personnalité incroyablement aimée du public. Bien sûr, l'histoire de la troupe a aussi été marquée par des moments tristes, comme la disparition de Graham Chapman en 1989, puis celle de Terry Jones en 2020. Malgré tout, les membres restants se sont réunis plusieurs fois. Le point culminant, c'était en 2014. Ils ont organisé 10 spectacles d'adieu à Londres. Les places se sont vendues en quelques secondes. C'était leur dernier salut au public. Et le titre du spectacle, c'était tout eux. Un humour noir parfait. One down, 5 to go. 1 de moins, encore 5. Et au final, que nous reste-t-il des Python? Peut-être cette question qui est essentielle, et si l'absurde était la forme la plus intelligente de la critique? En poussant la logique jusqu'à la folie, en utilisant le non-sens comme une arme, est-ce qu'ils n'ont pas créé l'un des outils les plus efficaces pour critiquer la société, nos institutions, nos croyances? La conclusion, c'est peut-être ça. Derrière le rire le plus bête, le plus stupide en apparence, se cache parfois la pensée la plus juste, la plus pertinente. Et ça, c'est la grande leçon pythonesque.